0. Ignition, liftoff, Semper Fi, aim high. Merci, sénateur Portman. Maintenant, au nom du président, je vais prendre mon temps de parole. Je remercie les témoins d'être venus. Je veux juste dire à quel point il est important que nous ayons cette audience aujourd'hui. Laissez-moi vous donner un exemple. Hier, je suis de l'État du Missouri. Hier, je parlais avec certains de mes électeurs, là-bas au Missouri, un groupe d'environ 30 personnes. Chacun d'entre eux, sans exception, m'a dit qu'ils avaient le sentiment d'avoir été privés de son droit de vote, que son vote n'avait pas d'importance, que l'élection avait été truquée. Ce sont des gens normaux et raisonnables. Ce ne sont pas des fous. Ce sont des gens raisonnables et qui, soit dit en passant, ont fait de la politique. Ils ont gagné, ils ont perdu, ils ont tout vu. Ce sont des gens normaux qui vivent une vie normale et qui croient fermement qu'ils ont été privés de leur droit de vote. Et d'écouter les médias mainstream et plusieurs voix dans ce bâtiment leur dire, après 4 ans de supercherie sur la Russie, c'était une supercherie. C'était basé sur... Toute l'absurdité sur la Russie était basée sur, nous le savons maintenant, les mensonges d'un espion russe. Le dossier Steele était basé sur un espion russe. Après 4 ans de cela, après s'être fait dire que les dernières élections étaient truquées, que Donald Trump n'avait pas vraiment été élu et que la Russie était intervenue après 4 ans de cela, on dit maintenant à ces mêmes personnes, vous vous asseyez et vous vous taisez. Si vous avez des doutes sur l'intégrité des élections, vous êtes un cinglé, vous devriez vous taire. Je vais vous dire, 74 millions d'Américains ne vont pas se taire et leur dire que leur opinion ne compte pas, que leurs préoccupations ne comptent pas et qu'ils devraient se taire n'est pas une recette pour le succès de ce pays. Ce n'est pas une recette pour l'unité. Donc j'entends maintenant que l'autre côté est soudainement s'y intéressé après des années d'efforts pour délégitimer le président Donald Trump. Il suffit donc de dire que je n'aime pas trop les sermons sur la façon dont les Missouriens et les autres qui ont voté pour le président Trump et qui ont maintenant des préoccupations concernant la fraude, l'intégrité, le respect de la loi, devraient se taire et qu'ils ne sont pas patriotes s'ils soulèvent ces questions. C'est absolument incroyable. Permettez-moi de parler du premier amendement, juge Starr. Je veux commencer par vous parce que je sais que vous avez passé une grande partie de votre vie en tant que plaideur à défendre le premier amendement. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ce que nous avons vu dans les derniers jours de l'élection? Lorsque les plus grandes sociétés de l'histoire de ce pays, les plus grandes sociétés dans le monde, Facebook, Twitter, ont travaillé avec la campagne démocrate pour supprimer les reportages légitimes sur Hunter Biden, qui, nous le savons maintenant, fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude électronique et évasion fiscale. Avez-vous déjà vu dans votre carrière, juge Starr, des conglomérats géants d'entreprises censurer et supprimer des informations ayant une incidence directe sur une élection, des semaines avant celle-ci, et ce, apparemment, en collaboration avec l'un des principaux partis politiques? Avez-vous déjà vu quelque chose de ce genre? Vous savez, je pense que nous vivons dans une nouvelle ère et que nous devons revenir aux grandes leçons du droit constitutionnel que vous connaissez bien, sénateur Hawley. Le juge William Brennan, une icône de la Cour Warren, a dit que notre démocratie est basée sur un débat solide et sans entrave, et le juge Oliver Wendell Holmes a dit « Testons les choses sur le marché des idées ». On ne peut pas tester des idées et des théories si on ne laisse pas le marché de l'information et de la communication s'épanouir. Bien dit, je suis d'accord à 100%. Et vous savez, c'est une chose extraordinaire de ne pas pouvoir obtenir. J'ai eu Jack Dorsey, Mark Zuckerberg sous serment. Nous leur avons demandé, vous êtes-vous coordonné avec la campagne des démocrates? Comment se fait-il que, quelques minutes après la publication de cette histoire, ces deux géants de l'industrie aient décidé de la supprimer et de faire exactement ce que la campagne Biden voulait qu'ils fassent? Ils ne veulent pas répondre aux questions. J'ai demandé à la Commission fédérale de l'élection de déterminer s'il s'agissait ou non d'une contribution illégale à la campagne de la part de ces sociétés, et je ne comprends pas pourquoi toute personne qui se soucie de la liberté d'expression dans ce pays serait d'accord avec le fait que ces méga-corporations contrôlent ce que les gens peuvent et ne peuvent pas dire, et essayent d'intervenir dans une élection présidentielle. Laissez-moi vous poser une question sur un autre sujet, juste tard. Parlons un peu du vote par correspondance. Dans votre témoignage écrit, vous avez parlé des conclusions de la commission Carter-Baker. Vous l'avez encore mentionné aujourd'hui. Cette commission a fait des commentaires sur l'utilisation des bulletins de vote par correspondance après les élections de 2000. Pouvez-vous nous parler un peu des conclusions de cette commission sur les bulletins de vote par correspondance, de ce que vous vous souvenez, et de certains des avertissements que cette commission a mis en place?
Oui, la commission faisait référence au bulletin de vote par correspondance. Mais bien sûr, à la lumière de ce qui s'est passé lors de cette élection présidentielle, nous parlons maintenant de l'utilisation sans précédent des bulletins de vote par correspondance. Et leur préoccupation est leur mise en garde de l'ancien président Carter et du secrétaire d'État Baker est qu'il s'agit d'un mécanisme d'une plateforme pour la fraude et l'abus. Faites attention à cela, mettez en place des garanties. Et je pense que c'est, au fond, ce qui fait l'objet de certaines de ces préoccupations. Si vous acceptez ces allégations du Nevada, comment les personnes décédées ont-elles voté? C'est à cause de garanties inadéquates ou quelque chose comme ça. La personne décédée n'est pas entrée dans l'isoloir pour voter. Quelqu'un a voté pour lui ou elle. Nous devons mettre en place ces garanties, et c'est ce que la Commission disait, et elle lançait ce fervent avertissement que la situation pourrait s'aggraver dans un pays profondément divisé. Selon ce que je comprends, monsieur le juge, lorsqu'il s'agit de vote par correspondance, 26 États autorisent aujourd'hui dans ce pays la récolte des votes par correspondance par des tiers. C'est quand vous pouvez payer un tiers pour aller distribuer les bulletins. Et vous ne pouvez pas le faire dans mon État d'origine, au Missouri, parce que nous avons un contrôle similaire à ceux de l'Ohio dont parlait le sénateur Portman. Mais dans d'autres États, 26 États, vous pouvez payer un tiers pour aller distribuer les bulletins. Vous pouvez payer un tiers pour aller chercher les bulletins de vote. Il n'y a pas de chaîne de responsabilité. Il n'y a pas de vérification. Cela me semble être une invitation à la fraude et aux abus. J'ai introduit une loi pour mettre fin à la collecte des bulletins de vote par des tiers dans tout le pays, pour la rendre illégale dans tout le pays. Êtes-vous d'accord, juge Starr, que de se pencher sur quelque chose comme la collecte des bulletins de vote par des tiers est une approche de bon sens. D'ailleurs, certains démocrates ont même approuvé cette approche. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est un point de départ sensé lorsque nous pensons à la prévention de la fraude et à la lutte contre celle-ci lors de nos élections? Oui, parce que les possibilités de fraude et d'abus sont si propices et omniprésentes avec ce genre de, si je peux l'appeler ainsi, mauvaise pratique. Ainsi, de nombreux États ont des pratiques exemplaires. Nous avons entendu le sénateur Portman parler de l'Ohio. D'autres États ont mis en place des garanties. Mettons en place des garanties. Mais l'une d'entre elles est l'élimination des pratiques qui sont si sujettes à la fraude et aux abus. Et je pense que ce n'est que le tout début de ce que nous devrions faire. Nous devrions également nous assurer que les observateurs des deux parties puissent être présents à tout moment, qu'il y ait des yeux sur les bulletins de vote, des caméras sur les bulletins à tout moment, qu'il y ait des exigences de vérification, des signatures qui soient obligatoires, qu'il y ait des exigences de rapport obligatoires sur l'état d'avancement du décompte, sur où les États en sont, afin que les États ne puissent pas rester dans l'obscurité pendant des jours. Tout cela devrait être une question de bon sens. Il n'y a aucune raison de hausser les épaules et de dire « Eh bien, la fraude se produit tout le temps. Vous savez, ce n'est pas grave. » C'est grave, c'est très grave. Et pour des millions et des millions d'Américains dans cette élection, c'est très très grave en effet. Merci, Monsieur le Président. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.